Moi, j'ai été élevé, dopé, et je ne crois qu'à la marque. Si la marque est une religion, moi, je veux bien en être le grand prêtre. On a envie de vous suivre pour ce que vous êtes. Stop. Vous n'avez rien dit encore. Vous n'avez rien dit. On sait d'où vous venez. Tiens, on a envie de suivre cette femme, on a envie de suivre cet homme. On a tous besoin de considération. Ça s'achète pas en supermarché. Et selon qu'on vous le donne ou pas, vous avez envie de suivre ou pas. La valeur d'un non bien assumé donne encore plus de valeur au oui que je vais vous donner. Je pense qu'on devient vieux quand vous avez plus de souvenirs que de projets. De ce point de vue-là, je suis hyper jeune. Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour Alexandra. Je suis ravie et honorée. Vraiment, je le dis, c'est pas un vain mot. Je suis vraiment honorée de vous recevoir. Déjà parce que par rapport à un certain nombre de gens que je reçois, vous n'êtes pas dans ce périmètre lillois. Vous avez fait un petit peu de kilomètres pour nous rejoindre et aussi parce qu'on va le voir, votre si beau parcours mérite toute notre attention et j'ai vraiment la chance d'avoir 1 heure avec vous, donc je vais en profiter. En tout cas, votre accueil est lillois, donc il est sympathique, parce qu'on dit que les gens du Nord accueillent bien. Vous commencez très bien. Continuez comme ça. Et je le pense sincèrement. Est-ce que, justement, pour bien que tout le monde entende et comprenne pourquoi je suis honorée, est-ce qu'on peut démarrer par le démarrage ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce parcours si riche qu'est le vôtre ? D'abord, je serai à votre place, je n'aurais pas posé cette question en premier, parce que quand on a mon âge, quand on travaille depuis plus de 40 ans, le risque est que 4 heures après, je suis toujours encore à vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, c'est un peu risqué. Je vais peut-être le faire en pointillé. Ouais, on va faire ça. En pointillé. Pointillé, qu'est-ce que j'aimerais dire en pointillé ? D'abord que je suis alsacien. Pour moi, c'est important, oui, je commence par ça, parce que je crois que ça m'a formé, ça forme un caractère, une culture, j'aurais même dû dire protestant alsacien, donc voilà. Et déjà, il y a des tas de gars qui débranchent, on va beaucoup s'embêter à écouter ce monsieur, mais c'est important. Un seul CV écrit dans ma vie. Ouais. Auparavant, avant de faire ce CV, mon premier job payé, journaliste sportif, parce que je suis le résultat d'une vocation abortée, je voulais être journaliste, après j'ai très mal tourné. Et donc un seul CV écrit, j'ai écrit un jour un CV à Danone. Alors pourquoi Danone ? C'est tout simple, parce qu'à l'époque, il y avait dans les meilleures entreprises qu'on pouvait rêver pour... Moi j'ai fait des études de généraliste, parce que comme je ne savais pas ce que je voulais faire et que je ne savais pas faire grand-chose, j'ai fait Sciences Po. Sciences Po, on sait tout en sortant de Sciences Po. Sait tout, mais tout le monde ne peut pas l'intégrer. Ouais, IEP Strasbourg, pour être bien précis. Mais en définitive, on ne sait pas grand-chose. J'ai fait beaucoup de droit aussi après. Et donc, un CV, Danone, et ensuite, on pourrait dire 3 métiers. Un premier métier, les ressources humaines. Oui. Pas un choix, parce qu'on m'a proposé les ressources humaines, j'ai dit oui, pourquoi pas. Mais j'en ai fait pendant 10 ans, j'en ai fait en France, en Italie, j'étais DRH à 29 ans. Donc, c'est bien. J'ai un deuxième métier, le commercial. Ouais. J'insiste là-dessus parce que je trouve qu'en France, le mot vendre, la vente, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé par rapport à d'autres pays. Or, vendre, c'est magnifique. Vous pouvez vendre un projet, vous pouvez vendre un contrat de travail. Si je veux vous embaucher, il faut que je vous vende mon entreprise. Je vous vends des projets. Bon, voilà. Donc, vendre. Et j'étais directeur commercial pendant 8-9 ans de Cronenbourg, qui à l'époque était une des marques phares, la marque phare de Danone. Bien sûr. France. Et puis un troisième métier, ou directeur général ou président de société. En pointillé, je peux vous dire des pays aussi, ça me marque beaucoup. 12 ans d'Italie. J'ai vécu 12 ans en Italie, donc l'Italie, c'est mon deuxième pays. Donc mon premier pays, c'est l'Alsace, mon deuxième, c'est la France, et mon troisième, c'est l'Italie. C'est l'Italie. Les États-Unis, l'Allemagne, la Turquie, le Moyen-Orient, c'est des ambiances comme ça. J'aime beaucoup l'Orient. Et puis voilà, donc ensuite, je vous ai dit, Danone, un passage rapide chez Heineken, très belle société, j'ai été très longtemps. Et puis après, une aventure qui a commencé il y a 20 ans chez Haribo, qui maintenant s'est arrêté. Et voilà. Et au bout du bout, je commence... En général, je termine par là pour me présenter, mais je commence tout de suite par là. 43 ans sans avoir jamais travaillé. Je n'ai jamais travaillé de ma vie, madame. C'est beau. Jamais. Je ne fais que m'amuser. Et je disais, c'était à la fois la boutade, mais je pense qu'il y avait un truc de vrai. Le jour où je me rendrai compte que je dois commencer à travailler, je m'arrêterai. Et je me suis arrêté, non pas pour ça, mais je me suis arrêté par l'âge, sans doute, mais je n'ai jamais travaillé de ma vie. Et ce qui a sans doute beaucoup contribué à
à passer certaines épreuves, à surpasser certains échecs, surtout à s'amuser. Il ne faut jamais travailler. À ne jamais voir le quotidien comme une contrainte. Oui, et puis travailler, ça moi je dis toujours, donc c'est mes références italiennes, travailler, ça vient du latin, c'est travagliare, et c'est la torture. Exactement. Au Moyen-Âge, quand on disait, tiens, je vais le mettre au travail, le gars, c'est que le gars, ils arrivaient avec des tenailles et tout, et de l'huile brûlante, et puis une femme qui accouche, elle est au travail. Exactement. Donc le travail, c'est quelque chose de dur. Et puis moi, j'ai jamais travaillé. C'est quand même, je suis de ce point de vue-là un privilégié. Beaucoup de gens autour de nous travaillent. Et vous avez aimé chacun de ces métiers ? Ouais, toujours. Parce que vous l'avez dit, DRH, c'était pas la vocation première. Mais j'avais pas de vocation, puisque j'ai pas été journaliste. Après, toutes les opportunités, toutes les options étaient ouvertes. La fonction humaine et sociale, dans un groupe comme Danone, et je suis un bébé Danone, moi. Je suis reconnaissant à ce groupe, comme beaucoup le sont sans doute, mais je veux être l'un des plus reconnaissants. Ce groupe, dans les années, fin des années 80, enfin milieu des années 80, quand moi je commence à travailler, avait déjà écrit en lettres d'or ce qu'on appelait à l'époque le double projet économique et social. Quand vous êtes gamin, c'est-à-dire vous avez 22-23 ans, vous ne comprenez pas bien. Moi, bien je sûr, comprends mieux aujourd'hui. Bien sûr. Mais le double projet économique et social qui était porté par un monsieur qui était visionnaire et que j'ai eu la chance d'approcher à la fois comme tout jeune cadre et après comme DRH, c'est un monsieur qui s'appelait Antoine Ribou. Il disait quelque chose de très clair. Une boîte doit avoir ce double projet. C'est-à-dire que aucune société ne peut réussir si elle n'a pas des résultats économiques incroyablement forts. Il faut viser à l'excellence de la performance économique. Mais tu ne peux pas avoir une performance économique sans avoir un projet social fort. Sans l'humain. Et vous ne pouvez pas avoir le projet social fort sans avoir le projet économique. Tout est lié. Ouais. C'est-à-dire que cette balance qui paraît comme ça sur le papier, cette théorie, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais je pense, d'abord, c'est la clé de réussite de l'entreprise et de tous ceux qui y participent. Et je trouve que c'était visionnaire à l'époque. Et moi, je me suis toujours mis en tête, petit à petit, au fur et à mesure où j'ai pris des responsabilités, comme petit DRH, un peu plus grand DRH, directeur commercial d'une grande boîte. Et après, président d'une société, je me dis, tiens, un jour peut-être, je vais m'approcher de cet idéal d'équilibre, de balance entre les deux projets. Est-ce qu'on y arrive ? On n'y arrive pas complètement, parce qu'on se dit, mince, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que une des satisfactions en termes de carrière, c'est de dire, tiens, j'ai contribué à quelque chose auquel j'ai rêvé quand j'étais petit, jeune cadre. Voilà. Ouais, complètement. Et vous avez cité Danone, Heineken, Kronenbourg, Haribo. C'est des marques, c'est des entreprises connues pour être vraiment des bonnes écoles justement de l'apprentissage et de la découverte de chacun des métiers que vous avez fait. Est-ce que c'est vraiment dans chacune de ces structures que vous avez découvert vos métiers, vous en êtes imprégné pour la suite ? Est-ce qu'on apporte une part de Danone quand on va chez Kronenbourg ? Est-ce qu'on apporte une part de Kronenbourg quand on va chez Haribo ? Comment on arrive dans des grosses structures comme ça qui ont justement une philosophie, une culture, comment on arrive à garder un fil pour la suite ? D'abord, il y a un point commun. Le point commun entre Danone, Kronenbourg, Heineken, Haribo évidemment, c'est que chez Kronenbourg, vous ne vendez pas de bière, vous vendez de la Kronenbourg. Chez Danone, j'ai vendu de l'eau minérale, non, j'ai vendu de l'Evian, j'ai vendu de la Ferrarelle en Italie. Je n'ai jamais vendu un bonbon de ma vie. Je ne sais pas faire de bonbons, je sais faire des Haribo. Donc, moi, j'ai été élevé, dopé, et je ne crois qu'à la marque. Ouais, c'est ça, c'est la marque. Je crois à la marque. La marque, c'est... Si la marque est une religion, moi, je veux bien en être le grand prêtre, quoi. Moi, j'adore ça. Ça, c'est un point commun. Bien sûr. Une fois que vous avez imprimé la marque au fond de vous-même, eh bien, vous passez assez facilement de Evian ou de Ferrarelle à Tagada, Dragibus ou Carensac. D'accord ? Mais vous pouvez retourner à... Ouais, voilà. Et je crois que beaucoup de mes collègues dans le monde que je connais un peu mieux, qui est l'agroalimentaire, comprennent cela. On est porté par la marque. Ensuite, il y a quand même, par rapport à votre question, il y a une
il y a une construction chronologique de votre personnalité. Bien sûr. Si j'avais commencé peut-être par Heineken, qui est une boîte magnifique, sans doute que j'aurais été peut-être plus marqué par les équilibres financiers, le cash flow, une approche plus financière. Peut-être plus financière. Parce que moi, chez Heineken, alors même que j'avais une quarantaine d'années, j'ai beaucoup appris en termes de gestion financière de l'entreprise. Beaucoup. Moi, j'ai commencé par Danone, où on apprend des équilibres de type mon garçon, quelle que soit ta fonction, tu dois bien gérer tes parties prenantes. Okay. En anglais, dans le texte, stakeholders, d'accord ? Oui. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes patron de Haribo, vous ne pouvez pas réussir si, on va les prendre, pas dans l'ordre d'importance d'ailleurs, votre territoire doit être content. Territoire. Le maire de la commune sur laquelle nous avons une usine à Uzès, il doit se sentir tranquille par rapport à ça. Le maire de Marseille, autrefois M. Gaudin, aujourd'hui M. Payan, doit se sentir tranquille. Voilà. On s'occupe du territoire. 2, le client. Pour nous, client, ça signifie M. Carrefour, M. Leclerc, M. U, M. Intermarché, M. Auchan, tiens, on est ici, d'accord ? Il faut qu'à travers le commerce qu'ils font avec nous, ils prospèrent avec nous. Pour être clair, il faut qu'il gagne de l'argent. Ouais. Il faut intéresser le gars, il faut qu'il ait intérêt à pousser Haribo. Le consommateur, c'est vous. Le consommateur, il faut dire que l'objectif, c'est de dire, on va parler en part de marché, si au début de mon aventure chez Haribo, il y avait 22% de part de marché, on a terminé à près de 50%. Mais ça veut dire qu'on a évangélisé et vous vous êtes mais convertis. Bien sûr, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Mais aujourd'hui, je vois même pas quelle autre marque naturellement vient à la tête du consommateur. Alors même qu'à l'époque, quand j'ai commencé, on était numéro 2. Plus personne ne peut imaginer aujourd'hui que Haribo était numéro 2. Et après, qui était numéro 1 ? À l'époque, c'était un groupe qui s'appelle Mondelez qui avait avec de très belles marques. Ouais, ok, non mais oui. La Petite Chance, Carambar, etc. La chose un peu cocasse de l'histoire, c'est que quand moi j'étais chez Danone, nous on avait la Petite Chance, Carambar. Et autour de la table, on mangeait du Carambar. Après, j'ai arrêté de manger du Carambar, et puis j'ai dit à mes équipes, on va tout faire pour qu'on les batte en part de marché. Mais je continue sur ma stakeholders. Vous avez les salariés. Donc, et après, vous avez, par exemple, les représentants du personnel, bien etc. Sûr. Et donc, moi, j'ai appris à gérer ça. À Heineken, ils m'ont appris à bien gérer la finance. Oui, bien sûr. Et Haribo m'a aidé à prendre le temps long. C'est-à-dire que, et là encore, quand vous passez de groupes très puissants, très bien structurés, magnifiques écoles, moi j'ai eu cette chance d'être dans de magnifiques écoles, quoi. Mais où l'analyste financier demande des comptes tous les trimestres pour voir comment évolue le cours pour après apprécier le cours de bourse à la bourse d'Amsterdam, de Paris, de New York. L'homme de Haribo, il va vous dire, vous, monsieur André, moi je vous paye pour faire en sorte que, en l'occurrence la France, où je me suis occupé des États-Unis et l'Italie, eh bien, vous puissiez me construire quelque chose de solide. Si nous, on est la 3e génération pour la 5e génération, le temps n'est pas le même. Ah oui. Donc, il y a une vision, on ne va pas être embêté au trimestre. Est-ce que pour autant l'exigence de résultats est inférieure dans ces boîtes-là ? Pas du tout. Pas du tout. Vous Bien pouvez, sûr. Dans un cas, sauter en 2 minutes 30 et dans l'autre en 2 minutes et 31 secondes. C'est la même chose. Mais quand même, on vous apprend le temps long, la vision longue. Donner le temps à l'herbe que vous avez semée, de la laisser croître et de ne pas tirer dessus tout le temps. Donc, l'accumulation des trois, ça commence à vous forger un peu un profil, un personnage, avec des qualités, avec des défauts. Mais c'est ça, la construction des différentes expériences. Et en même temps, on est sur des gros groupes, on a vu des belles marques, mais certaines ne sont pas si, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais gentil quand on travaille sur des métiers de commercial, sur des métiers un peu aussi en lien avec les chefs de secteur. On sait que c'est des métiers durs, on sait que c'est pas des secteurs où on se parle forcément avec beaucoup de bienveillance et de rondeur. Comment on arrive à se
forger justement et à garder, parce que vous étiez quand même jeune dans ces périodes de vie, Cronenbourg, Heineken, vous étiez encore super jeune. Comment on arrive... Vous êtes en train de calculer dans votre tête quel âge j'avais. Non, attention, pas du tout. Je ne me permettrai pas. Je pas. n'ai pas eu le temps de vous dire que je suis très susceptible. Je n'ai pas le temps de faire ça. Non, mais on est bien d'accord que c'est des secteurs où on n'est pas très bienveillant. Hein. C'est un mot un peu galvanisé dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais on le sait, c'est des secteurs durs où on ne se parle pas forcément bien. Comment on arrive à garder la tête et en plus à embarquer nos équipes, puisque vous avez été directeur commercial, donc on embarque des équipes avec nous dans ce challenge. Donc il y a une partie de management et en même temps de pression des résultats, on l'a vu, et de chiffres. Comment on embarque les gens alors que nous-mêmes, on n'est pas dans un secteur très, très gentil? Je ne sais pas si c'est le bon terme. Vous avez évoqué le poste de chef de secteur. Moi, j'étais chef de secteur à 35 ans. C'est très tard, parce que j'étais directeur des ressources humaines. Je ne voulais pas être directeur des ressources humaines toute ma vie. J'ai dit au groupe, et un monsieur m'a beaucoup aidé là-dessus, qui est Franck Ribou, le PDG de Danone, il m'a dit, tu peux peut-être être un jour directeur général, à condition que tu démontres que tu es capable ou de vendre ou de gérer une marque. J'avais le choix, j'ai pris ça. Mais pour revenir à votre question, c'est un des métiers les plus difficiles que j'ai fait. Bien sûr. Le plus difficile. Bien sûr. Parce que, au bout du bout, c'est... Et il y a, et c'est des gens qui nous écoutent, il y a des milliers et des milliers de gens qui font ce métier en France pour supporter des marques dans tous les supermarchés, tous les hypermarchés de France, ou dans tout le commerce de France. C'est hyper compliqué. Surtout quand vous êtes en bout de chaîne. Il est plus facile, en tant que président, de traiter directement avec Michel-Édouard Leclerc que, entre chef de secteur, traiter avec le chef de rayon du Leclerc de Bayeux. Mais je dis Leclerc de Bayeux parce que j'ai un souvenir précis là-bas. Bon. Ou l'hypermarché Auchan de Cherbourg. Voilà, deuxième sujet. Donc ça c'est très compliqué. Et là on apprend. On apprend. J'ai été très heureux et ça m'a beaucoup servi de passer par là, parce qu'après, dans la manière dans une des règles du management, vous avez quand même l'exemplarité. Je ne peux pas parler demain en tant que directeur commercial à des tas d'équipes si vous-même vous n'êtes pas passé par là. Si vous n'avez pas vécu, si vous n'avez pas monté si vous n'avez pas tiré des palettes, si vous n'avez pas monté des têtes de gondole, si après d'ailleurs vous n'avez pas fait des négociations centrales avec Intermarché dans des petits box, etc. C'est la vie, c'est pas facile. Ouais. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit très facile non plus pour l'acheteur de Leclerc ou d'Intermarché, parce que lui-même, il a la même pression. Donc, exactement. ça peut match nul. C'est très formateur. Très formateur. Formateur, c'est un euphémisme, hein, parce que des fois, c'est assez violent. Deuxième chose, quand vous travaillez dans certains secteurs, moi, dans la bière, quand j'étais directeur commercial, combien de fois dans des interviews ou dans des sollicitations, même d'ailleurs de l'administration, on est un vendeur d'alcool. Il faut apprendre à expliquer et à faire bien comprendre qu'on peut boire un demi de bière tranquille sans que ça affecte votre santé. Et dans la même phrase, dire, mais je ne vous conseille évidemment pas de boire 1 litre de bière tous les jours ou d'abuser sur la bière. On a fait ça, on a beaucoup développé les parts de marché de Cronenbourg à l'époque, de la même manière que... pour Haribo, moi je vous conseillerais jamais de manger là maintenant 400 grammes de bonbons. Mais vous mangez 1 ou 2 tagadas, il ne se passera rien. Donc ce sont des métiers aussi et des secteurs, 1 parce qu'il y a de l'alcool, 2 parce qu'il y a du sucre, où il faut expliquer. Ouais. Mais j'ai dit expliquer. Ce qu'il ne faut jamais faire, madame, c'est se justifier. Bien sûr. Parce que si vous avez la tentation de la justification, je vous donne un bon conseil, changez de métier. Vous n'êtes pas fait pour ce métier. Exactement. Parce que quand on vend de la bière, on vend un moment de partage, de décontraction, parce que rarement, je me promène dans l'île, j'ai envie de prendre une bière avec vous, on va prendre un demi, il ne se passera rien du tout. Si je suis un peu stressé, j'ouvre un petit sachet de Tagada et on en vend 40 grammes, c'est pas un bonbon que je prends, c'est un petit moment de plaisir. Mais bien sûr. Voilà. Donc moi, je suis chargé de vendre un moment de convivialité, un moment de plaisir. Je ne sais pas faire ça, je change de métier. Mais là encore, vous voyez que c'est l'accumulation d'expérience qui vous permet à la fin de pouvoir vous présenter devant des équipes en disant « Je suis passé par là, je sais que c'est compliqué. Regardez mon visage, il y a des rides, mais considérez que c'est des coups de canif, quoi. C'est des traces, mais on l'a fait et on sait le faire. »
Et ça, c'est un premier point hyper important, justement, et j'imagine dans le manager que vous êtes venu par la suite, c'est effectivement cette exemplarité d'avoir accepté, après DRH, de retourner sur le terrain pour monter et après récupérer les équipes sous votre aile. Il y avait un intérêt. Parce que Bien j'aurais sûr. très bien pu, j'imagine. Je me considérais comme un très bon DRH. Mais j'aurais pu être DRH jusqu'à 65 ans, jusqu'à maintenant. Mais est-ce que j'avais envie de faire 30 ans DRH? Ça ne correspondait pas à mon caractère. Donc l'exemplarité, c'est pouvoir dire j'ai fait votre job. Maintenant, l'exemplarité en soi, ça ne suffit pas. Quoi. Bien sûr. Le patron, le leadership vient par l'exemplarité, mais ça vient aussi par le fait que vous avez des résultats. Et le leadership, c'est un peu ça d'ailleurs. C'est assez compliqué, on est sûr. Non, le leadership, c'est on a envie de vous suivre pour ce que vous êtes. Stop. Vous n'avez rien dit encore. Vous n'avez rien dit. On sait d'où vous venez. Tiens, on a envie de suivre cette femme, on a envie de suivre cet homme. Voilà. Stop. Fini. Et pourquoi? Oui, parce qu'il l'a déjà fait, parce qu'il est exemplaire. Il a déjà eu des résultats. Donc, c'est bon pour la boîte. Bah oui. J'ai plutôt envie de suivre un gars qui a eu des résultats positifs qu'un, je me permets de dire, un loser, quoi. Voilà. Oui, ou quelqu'un qui débarque sans avoir rien prouvé. Il sait me parler. Nous, dans une journée, on est capable... alors maintenant, les temps ont changé, on n'a plus des dictionnaires, mais un chef d'entreprise, il a au moins 4-5 dictionnaires différents, quoi. Parce que le lexique est différent selon que je m'adresse justement à mon directeur des achats de Leclerc, Exactement. à mon délégué CGT en usine, à un journaliste qui m'interroge sur la nouvelle campagne de publicité pour Tagada, où il faut savoir parler aux gens, ou le personnel directement. Donc, il faut savoir parler aux gens. On a envie de suivre parce qu'on donne de la considération. Et je trouve qu'on sous-estime le fait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, alors on dépasse largement maintenant le sujet de l'entreprise, mais on a tous besoin de considération. Mais évidemment. Incroyable. Évidemment. Là encore, c'est un truc... ça s'achète pas en supermarché. Je ne pouvais pas dire, tiens, ce matin, je vais m'acheter 1 kilo de considération. D'abord, vous pouvez pas l'acheter vous-même. C'est quelque chose qu'on doit vous donner. Et selon qu'on vous le donne ou pas, vous avez envie de suivre ou pas. Voilà. Donc, si vous êtes un peu exemplaire, si vous donnez la considération, si je sais vous parler, si j'ai eu des résultats, si le plus souvent, j'essaie de vous dire oui. Et vous allez être content que je vous dire oui. Regardez, vous souriez. Mais derrière, il faut que vous acceptiez que, et moi j'assume ça, je dois aussi être capable de vous dire non. Toujours aux fameux stakeholders. Dire non à un actionnaire. Pas facile, hein. Pour vous faire virer sur un coup comme ça. Moi, je vais me faire licencier sur un coup comme ça. Ils ont changé d'avis au dernier moment. J'ai dit non. Mais vous pouvez dire non à un syndicaliste. Je peux vous dire non à vous, parce que vous êtes dans mon équipe. Mais la valeur du non bien pratiqué et sec, non, c'est mieux que on en reparle, revient, les fameuses phrases, on en reparle, reviens vers moi, on verra, etc. Vous savez très bien que c'est déjà non, pourquoi pas. La valeur d'un non bien assumé donne encore plus de valeur au oui que je vais vous donner. D'accord? Et ça, on l'apprend dans le temps, ou vous l'aviez en vous, à votre avis, ce savoir dire non? Moi, j'avais rien en moi. Vous l'apprenez, parce qu'à un moment, moi, je n'ai pas la prétention que je... Mais c'est quoi? C'est des erreurs d'avoir dit oui à des moments où il aurait préféré dire non, et vous êtes dit, ça, je le ferai plus? Ou c'est parce que tout simplement, la responsabilité qui vous incombe vous oblige de toute façon à savoir dire non au bon moment? Les deux, mon général. Ouais. Le premier cas, c'est on se rend compte que on s'est mis dans une situation, enfin par le passé, on se met dans une situation d'échec, aussi parce qu'on ne sait pas dire non. On ne sait pas. Alors on ne le sait pas par inexpérience, on ne le sait pas par orgueil, etc. Toujours dire le non, on n'arrive pas, et vous vous enferrez dans un chemin qui est l'échec, quoi. Alors l'échec, c'est pas rigolo, mais d'abord, on a tous, c'est une banalité de le dire, mais tout le monde a connu l'échec. Mais évidemment. Plus ou moins forte. Et donc là, on dit, t'aurais mieux fait à l'époque de dire non, voilà, t'aurais mieux fait de dire non. Le deuxième, c'est un non de position, de conviction. Quand vous dites non à votre actionnaire, vous réfléchissez à 2 fois quand même, là pour le coup, c'est non. Parce que à votre actionnaire, vous dites, je vous ai tellement dit oui
Oui, ça veut dire aussi que je ne vous ai jamais déçu. C'est-à-dire qu'un actionnaire... Pour moi, la définition, une des manières de gérer l'actionnaire, c'est quelqu'un qui n'aime pas être déçu, quoi. Vous dites, je t'offre 100, il faut sortir avec 101 ou 102, mais à 98, il est déçu. Bien sûr. Moi, je croise les doigts, je crois que sur les 20 dernières années, avant, je ne me souviens plus, mais je n'ai jamais donné moins de 100, quand j'avais dit 100. Ça aide. Donc là, pour le coup, vous pouvez le surprendre une fois en disant, c'est non. Il faut justifier, après ça monte. Mais vous pouvez aussi dire non par conviction. Moi, je me souviens, Haribo avec... Alors moi, là, je singularise beaucoup mon propos, mais il faut vous imaginer que derrière moi, il y a 1000 personnes. Exactement. Il y a des équipes qui ont été renouvelées. Non, mais on est etc. d'accord. Mais donc, à un moment, je me dis, on a eu affaire à un dossier de restructuration industrielle, là, il y a une dizaine d'années déjà maintenant, auquel moi, je croyais beaucoup, mon équipe y croyait au moins aussi fort que moi, et sur lequel il y avait un blocage des syndicats, par exemple. Ça peut arriver. Bien sûr. Je pense qu'une partie du blocage était un peu idéologique, ce qui se comprend. Il faut se mettre à la place de la personne que vous avez en face, ou des personnes que vous avez en face. Mais le blocage était tel que, on était à 2 doigts de renoncer. Quand vous savez que renoncer, c'est contraire à l'intérêt de la société. Pour faire simple, vous pouvez très bien développer une marque comme Haribo en France, sans avoir des usines en France. Pour nous, c'était important, absolument important d'avoir des usines en France. La décision que moi j'ai prise à l'époque, c'est de dire, face au nom du syndicat, eh bien, on va faire un référendum. Ah oui. Eh oui, comme vous dites. Ah oui. Okay. Ah oui. On va faire un référendum. Un référendum fait dans les règles de l'art, après explication, réunion du personnel, truc. On a fait un référendum. Et je vous ai envoyé, imaginons que vous étiez une ouvrière de l'usine de Marseille ou d'Uzès. C'est moi l'ouvrier, puis je vais vous expliquer pourquoi. À moi, ouvrier, on a envoyé à la maison un dossier complet, les positions de la direction, les positions du syndicat, nos projets d'accord, etc. Je l'ai envoyé à la maison. Pourquoi ? Parce qu'à la maison, d'abord, il y a madame. Femme, il y a madame. Et madame, elle va regarder. Et de quoi on parle ? Parce que l'effet de meute, le groupe, on dit non à la direction. Là, c'est des projets de famille, presque. Oui ou non, pour le projet industriel présenté. Sachant que le projet industriel, c'est une réduction d'effectifs sans aucun licenciement, mais quand même un truc solide. Il fallait le faire. Oui ou non, votre oui, dans une enveloppe envoyée à un huissier. D'accord ? Pas à nous. Et j'ai dit, si le non l'emporte, moi je pars dans la minute. Ok. Là, j'ai retrouvé ce côté un peu... référence à l'histoire, une attitude un peu type gaulienne et ça du référendum. Cela dit, ça a marché. On a dit non à ce moment-là. Mais moi, je pense que depuis ce jour-là, depuis qu'on a dit non, et que d'ailleurs, avec les partenaires sociaux, et j'aurais même tendance à dire grâce aux partenaires sociaux, après on a construit des choses autour de ça, eh bien, on a eu des relations encore plus fructueuses, on les avait déjà, ça peut arriver, encore plus fructueuses, et on est arrivé jusqu'il y a quelques années à signer, par exemple, avec eux, un intéressement au résultat, jusque-là, rien que de plus normal, mais complètement égalitaire. Ah oui. C'est-à-dire, c'est un truc, vous voyez, on a dit non, et après, ça nous a permis de cheminer sur une autre voie qui a amené un oui, qui a créé l'adhésion totale, qui est de dire, excusez l'expression, du balayeur au président, tout le monde a la même chose. Oui. Si l'intéressement est de 4253, moi j'ai 4253, l'ouvrier a 4253, le directeur marketing 4253, le vendeur qui est dans ses magasins 4253. Donc le nom, un nom bien utilisé, d'abord je crois que c'est très clair, vous savez ce que je viens de vous dire, non. Ouais. Et le nom, ça ne veut pas dire que c'est non pour toujours. Le nom peut être une base pour reconstruire ou construire une relation ensemble. Une relation, des fois bien plus riche. Plus riche. Et quand je vais vous dire oui, vous dites, s'il me dit oui, c'est que vraiment il a envie de dire oui. Oui, non, mais tout à fait. Et c'est vrai que pour le coup, je pense qu'il y a une vraie valeur et un vrai intérêt à savoir dire non. Pour autant, c'est pas toujours si simple que ça de le mettre en application. Et puis vous n'avez pas envie de dire non. Moi, mais exactement, dire non. C'est plus facile de dire oui. Comme à ses enfants. Mais ça me fait moins plaisir de vous dire non. Je préférais vous dire oui à tout. Mais évidemment. C'est pas possible.
il faut, notamment en termes de gestion d'entreprise, de management d'entreprise, savoir dire non. Ça fait partie un peu de ce courage, encore courage, toujours encore une autre chose qu'on ne peut pas acheter en supermarché, quoi. Et si on refait justement le focus de ces 20 années chez Haribo, puisque vous avez quitté en décembre, je crois qu'il y a quand même quelques chiffres clés qui sont plus que percutants et intéressants. Quand vous êtes arrivé 20 ans plus tôt, Haribo, c'était donc 22% de part de marché. Vous en êtes sorti avec plus de 50, c'est ça que vous disiez, Pas plus, 50. Ouais. Volume, ouais. C'est en termes de volumétrie aussi, en termes de nombre de salariés, ça a grandi? Non. Non. Quand moi je suis arrivé en 2006, d'abord, un jour, j'ai un coup de fil. Est-ce que vous voulez être président d'une société allemande? Est-ce que vous connaissez dans les bonbons? Et est-ce que vous parlez allemand? Je commence par la fin. Oui, je parle allemand parce que je suis alsacien. L'avantage? Vous connaissez dans les bonbons? Rien du tout, puisque les bonbons étaient interdits chez moi à la maison. Vous voyez, j'avais aucune légitimité à parler de bonbons. Je ne connaissais pas. Je n'avais jamais mangé de bonbons de ma vie. Et deux, j'arrivais à un moment, à une période presque de crise de gouvernance, c'est-à-dire mon prédécesseur, c'est quelqu'un de la famille. Haribo, c'est un groupe familial. Oui. Familial. Tout à fait. Le prédécesseur, qui était le neveu du patron, avait été écarté de manière un peu sportive, quoi. Donc c'est pas facile. Et l'actionnaire, représenté d'ailleurs par Monsieur Haribo, le H-A-R-I, Monsieur Hans Riegel, eux, ils avaient dit, c'est très simple votre feuille de route, vous allez nous développer l'affaire en France, plus qu'elle n'est développée aujourd'hui, allez-y à un bon rythme. Appris par... Vous avez une feuille blanche comme ça. Vous avez une feuille blanche, vous dites, par où tu vas commencer? Et c'est là, vous voyez, on revient au début de notre discussion. Tiens, moi je connaissais après j'ai appris entre autres, mais je connaissais un bonhomme qui disait, fais l'analyse de tes forces. Je fais toujours référence à Antoine Ribot de Danone. Fais l'analyse de tes forces. Et un truc classique que tous les étudiants connaissent, ou tous les chefs d'entreprise, on fait force, faiblesse, opportunité et menace. Et faiblesse, ouais. Et ben, dans les 4 cases, il y en a une qui doit faire l'objet d'un hyper focus, les forces. Ben, vous regardez vos forces, et si vous avez un billet de 100 €, et vous avez que 100 €, mettez all-in sur les forces. J'ai toujours fait ça. Alors, on va dire, mais c'est risqué? Non, c'est pas risqué, parce que si vous avez fait une analyse lucide de vos forces, vous le faites. Vous ne prenez pas trop de risques, et au fur et à mesure, l'augmentation des forces relativise le poids de vos faiblesses. C'est bêtement mathématique. C'est presque de la physique. Voilà. Et bien, on a fait ça. Donc, on est arrivé, on a dit, tiens, j'ai une faiblesse, tiens, je suis chez un grand client, je n'y suis pas. Je vais tout faire. Je vais faire tous les efforts. Je me suis déplacé. À l'époque, on n'était pas chez Lidl. Je me souviens très bien. On y va, je sais que rentrer chez Lidl, ça me fait 5 points de croissance. Si je rentre 5 points de croissance, tout le monde va me regarder différemment. Tout le monde va dire, waouh, il y a un vent nouveau qui souffle. Ouais. On crée la confiance. Bien sûr. On crée l'envie de, tiens, on va suivre ce monsieur. Ensuite, on a dit, tiens, on a 2 superbes marques. On a Tagada et on a Dragibus. J'ai dans les papiers de développement un bonbon qui s'appelait à l'époque, maintenant il y a prescription, je peux le dire, il s'appelait Hariglou. C'était le projet. C'est quoi Hariglou? C'est un bonbon qu'on va acheter en supermarché, qu'on met dans son caddie, qu'on ramène à la maison, qu'on met au frigo, on le laisse 2 heures au frigo, il y a une pastille qui s'allume, elle est bleue, et après tu peux manger. Je dis, attends, je connais rien du tout, moi, au bonbon, mais ça me paraît l'antithèse de l'impulsion, du désir. Parce qu'il y a cette envie de limite. On l'ouvre. No way, stop, immédiatement. On met tout l'argent sur Tagada. Mais non, Tagada, ça existe depuis 1969. C'est une marque mature, le mot magique. Ouais, sauf qu'on a tout mis là-dessus. 6 ans après, on avait doublé la marque numéro 1. Et donc, l'histoire de Haribo, c'est incroyable. Et je le répète, je veux vraiment insister là-dessus. Il y a plusieurs générations d'équipes. Et on est à peu près 800-900 personnes, on était 1000 à l'époque, qui nous entendent. On a commencé à bouger la boîte de cette manière, en travaillant les forces,
on explique, on a du courage, on se plante, mais c'est pas grave. Si on se plante, c'est mon problème. Si on réussit, c'est le vôtre. D'accord ? Là, ils comprennent. Et donc, on a pris la marque et on faisait 100 millions de chiffre d'affaires. 31 décembre, on fait à peu près 400 millions. Mais ouais. On était à 22% de part de marché. En valeur, on doit être à 45, 45, même beaucoup plus en volume. Et donc là, je coche déjà la case stakeholder. Les clients, ça, je ne peux pas en parler ici, tous les clients gagnent beaucoup, beaucoup plus d'argent avec Haribo aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Beaucoup. L'actionnaire, quand l'actionnaire il gagnait 100, aujourd'hui il gagne presque 400. Ah ouais. D'accord ? Et le salarié, là où il avait ses 2000 euros d'intéressement, avec l'évolution progressive de l'intéressement, pour qu'il ait intérêt à participer au truc, aujourd'hui, je pense que, je sais pas, dans les derniers résultats, ça va être aux alentours de 5000 euros. Quoi. Donc, simplement pour dire, on a la pénétration de la marque, on avait des pénétrations relativement modestes. Aujourd'hui, on a les mêmes pénétrations que Kinder, Nutella, des choses comme ça. Quoi. Mais c'est un super beau cas d'école. Mais c'est incroyable, On s'est mis à 1000 à faire ça. On s'est mis à, vraiment, je vous assure, 1000. Vous allez passer chez nous dans une usine, les gars, chez nous, ils sont fiers. Ils sont fiers de porter... après, je ne dis pas que de temps en temps, ils ne sont pas critiques en disant la direction, il devrait faire mieux, ou Jean-Philippe André aurait dû faire mieux. Parfois, ils ont même raison. Après, vous faites ce que vous voulez ou ce que vous pouvez, d'accord ? Mais c'est un cas unique. Et donc, moi, je suis très content que l'expérience Haribo soit venue dans ma carrière après l'école. L'école, c'est Danone. Après une formation accélérée sur le management financier chez Heineken, parce que vraiment, ils étaient très, très pointus là-dessus. Vraiment incroyable. Eh bien, dans la chronologie et dans la séquence, j'ai eu 20 ans. C'est bien aussi de faire 20 ans. C'est énorme. Une année après l'autre, on n'a fait que amplifier et bonifier les résultats. C'est un coup de chance aussi. Hein. On n'a jamais eu de recul, même pas une année. C'est incroyable. Et quand on fait un bond, en tout cas ces chiffres-là, il y a de la prise de risque, c'est modéré, c'est calculé, ou à l'inverse, c'est de la prise de risque vraiment parce que si on veut en arriver là, obligatoirement, il y a, je ne vais pas dire des coups de poker, mais en tout cas, des moments où il faut aller sur des territoires inconnus. Là, vous me lancez sur un de mes dadas. Alors, attention, alors on est parti pour 4 heures. Tout le monde connaît l'expression. Mon expression, on dit JPA. On m'appelle JPA parce que chacun a son nickname dans la société. Je veux toujours qu'on soit, en termes de prise de risque, borderline. Nous sommes ici à une table, je ne sais pas si la caméra le voit bien, et là j'ai mon portable. Si votre position par rapport au vide, parce qu'il y a le vide ici, est de vous mettre là, on ne sera jamais copains tous les deux. Parce que là, ça veut dire que vous vous êtes positionné là, dans votre action, positionnement, les décisions que vous prenez, avec une telle marge de sécurité que si je multiplie cette marge de sécurité par 1000, parce que si vous le faites, il n'y a aucune raison que votre collègue ne le fasse pas, etc., à la fin, je ne sais pas, je ne peux pas le démontrer parce que je ne suis pas assez bon en maths, mais je pense que 1000 fois comme ça, on est de l'autre côté de la table. Si vous vous mettez ici, vous voyez bien que là, on est dans le vide. Là, de la même manière, votre attitude, elle est absolument condamnable. Parce que vous me mettez dans le rouge, vous me mettez en difficulté, vous me mettez en péril, et vous mettez par votre attitude en péril, d'ailleurs peut-être même le travail de beaucoup d'autres personnes. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de vous mettre comme ça. Et même pas un peu Un peu. Moi, après, entre là et le vide, il y aura moi, mes bien sûr, de direction, oui. Et on vous protégera. Mais vous qui êtes l'experte du marketing, vous qui êtes l'expert du développement produit, vous qui êtes l'experte de la qualité, mettez-vous là. Et si tout le monde se met là, 1000 à fond, en prise de risque, ça c'est le premier élément. La deuxième chose, je préférerais toujours, prendre 10 décisions, taux de réussite de mes 10 décisions, je sais pas, je vous laisse choisir 6, 7, 8, peu importe. Ça dépend des années, ça dépend des cuvées, d'accord ? Mais pas 2. Mettons 7. Non.
Sinon, on n'aurait pas eu ces résultats. Oui, non, mais bien sûr. Mettons 7 sur 10, qui me paraît être une note tout à fait correcte. J'assume le fait que j'ai un taux d'échec de 30%. Ouais. C'est vrai, je l'assume. Vous pouvez dire, c'est pas génial ton d'échec. Mais j'ai pris cette bonne décision. Et vous, parce que vous avez une attitude, une approche intellectuelle différente par rapport à la prise de risque, etc., vous allez dire, moi je prends 5 décisions dans l'année. Déjà, moi j'en ai identifié 10, vous voyez, j'ai plus ma curiosité, j'en vois 10, vous en voyez 5. Et sur les 5, vous en réussissez 4. Certes, entre nous deux, madame, votre taux de réussite est supérieur au mien. 4 sur 5, c'est mieux que 7 sur 10. Mais à la fin de la fin, multiplié par 20 années, la première année, je vous bats 7 à 4. Multiplié par 20 années. Mais bien sûr. Mais vous prenez chaque année un différentiel de plus 3 en ma faveur ou de moins 3 en votre faveur. Et si je ne devais prendre que 5, je vous battrais aussi, parce que j'ai l'immodestie de penser que je ferais 5 sur 5. Vous voyez ? Parce que si vraiment je ne prenais que 5, il n'y a aucun problème. Ça vous réduirait le champ. Là, c'est la même chose. Quand vous expliquez ça à toutes vos équipes, vas-y, prenez les bonnes décisions, c'est ça qui m'intéresse. Si quelqu'un me demande de m'expliquer, tiens, pourquoi, monsieur André, vous êtes planté sur 3 ? Ce qui est une décision, qui est une question légitime, par exemple, d'un conseil d'administration, d'un conseil de surveillance. Tiens, pourquoi vous êtes planté ? Avec mon caractère, je veux dire, écoutez, je comprends votre question, mais je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai réussi les 7, d'accord ? Et déjà, ça calme bien l'ambiance, parce que c'est comme ça qui vous nourrit et qui va vous rassurer. Et maintenant, sur les 3, oui, je me suis planté. Mais je dis je à ce moment-là. C'est-à-dire, en aucun cas, je vous embarque sur la bataille. Maintenant, en tête-à-tête, tous les deux, en tête-à-tête, vous venez, Alexandra, venez me voir. Jean-Philippe, merci pour ton attitude, de m'avoir, entre guillemets, protégé sur les 3. Bon, maintenant, on va quand même essayer d'analyser, tiens, pourquoi la décision numéro 8 n'a pas fonctionné. On analyse. J'allais dire dans l'intimité de mon bureau, on dit, tiens, là peut-être tu n'avais pas bien préparé, peut-être là tu avais sous-estimé, là tu avais surévalué, etc. Comment ils disaient les latins ? Errare humanum est, d'accord ? Et on retient toujours ça. Après, il y avait une virgule, et après, ils mettaient perseverare diabolicum. Ça veut dire que tu t'es planté une fois, il n'y a aucun problème. Mais là, tu ne me le fais pas 2-3 fois de suite, parce que sinon, on va quand même avoir un problème. Apprendre de tes erreurs, quand même. Tout ce, par rapport à votre question, cette prise de risque gérée comme ça, vous êtes confortable, et en plus, c'est profitable à toute l'entreprise. Au collectif. Oui, je crois. Et qu'est-ce que vous retenez donc de toutes ces années ? Encore une fois, terminé en décembre, on va parler aussi de qu'est-ce qui se passe après, puisque c'était pas une décision, en tout cas c'était pas forcément votre décision de dire allez j'arrête, je passe à la suite, mais il y a une suite. Si déjà on devait dans un premier temps résumer ce parcours, ça serait quoi votre... quand on regarde un petit peu dans le rétro. C'est compliqué à dire ça. Ouais. J'ai l'impression d'avoir été... J'ai toujours l'impression d'avoir été un peu un genre d'artisan du réel, quoi. Voilà. Dans artisan, il y a le côté boutique. Réel, c'est des résultats tangibles. Tout le monde sait aussi, moi je dis, il n'y a que 2 verbes qui comptent, à mon sens, c'est mon avis, pour un chef d'entreprise, c'est décider et obtenir. Décider et obtenir. Je viens de créer, ma société s'appelle Décider et obtenir. Alors, on peut dire, tiens, mais c'est un peu abrupt son truc, que 2 verbes, etc. Non, parce que pour ceux qui connaissent ce métier, qui est très compliqué, avant d'arriver à décider, il y a une trentaine d'autres verbes, expliquer, comprendre, etc., chercher, comprendre. Après, il faut décider. Et une fois que vous avez décidé, et à un moment, il faut décider. Parce que ça aussi, le passage à l'acte de dire, maintenant, on y va. On y va, ouais. Encore un truc, René Char, il disait, il faut réfléchir en stratège et agir en primitif. Donc, il y a le moment de la réflexion, et après, il faut décider. Et des fois, vous êtes quand même seul par rapport à la décision. Mais totalement. Et après, le journaliste sportif que j'étais dit, il faut obtenir. C'est-à-dire, tous ceux qui aiment le ballon et le foot comprendront, vous pouvez mettre sur le terrain la plus belle équipe de foot, on a le jeu le plus chatoyant, le plus beau, etc. Les Dogs de Lille jouent merveilleusement bien, mais si vous jouez merveilleusement bien et si vous perdez vos matchs, l'entraîneur, il ne tient pas longtemps. Il faut donner des résultats. Donc je dis, artisan du réel, en ce sens que j'ai expérimenté des tas de trucs sous forme grande, mais aussi sous forme boutique, et à la fin, on a rendu du réel. Et je pense que c'est ma satisfaction.
Et le réel, je l'ai rendu, comme je dis, un peu à tout le monde, à mes patrons, à mes clients, à mes consommateurs, surtout, parce que je pense que les gens sont très très heureux, aux salariés, à mes équipes qui ont travaillé pour moi. Ouais. Et justement, parce que pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, comme vous le dites, pendant toutes ces années, quand vraiment, pour le coup, on doit penser à la suite, on sait que ça peut être difficile, on va pas se mentir. Ça peut être difficile de passer de cette place de DG où je ne sais pas combien d'heures vous faisiez, mais j'imagine que vous ne les calculiez pas et en même temps, vous étiez très pris. Sachant qu'on ne l'a pas dit, mais en plus, vous aviez une autre activité dans une association. J'étais pendant 3 ans le président de la plus grande association de l'agroalimentaire en France. Exactement. Et donc là, c'était un deuxième job dans le job. Quoi. Donc, c'est ce que je dis. Au moment du Covid, au moment de l'Ukraine, et donc on était dans les ministères toute la journée. Donc c'est ce que je dis. Je pense que Mais c'était pas un job non plus. C'était une passion. On a fait ça par passion. Ouais. Et comment on écrit cette suite ? D'abord, vous avez posé la question, vous avez pratiquement répondu, parce que implicitement, vous l'avez dit. Moi, j'ai aucun problème et j'ai pas de pudeur à dire. C'est extrêmement difficile. Parce que, alors, d'un côté, on vous explique, dans le groupe Haribo, statutairement, après 65 ans, on ne peut plus avoir de responsabilité opérationnelle. Mais on vous prend pas au dépourvu. Hein. On vous l'explique à 40 ans. On vous l'explique même à 55 ans. Mais, donc, pas 40, je suis arrivé à 45. Mais à 55 ans, on me l'a répété, je crois, une fois. Ça rentre ici, ça sort de là, loin. Pour 2 raisons. 1, c'est loin, et 2, par définition, je n'aurai jamais 55 ans de ma vie, j'aurai jamais 65 ans de ma vie. Parce que c'est pas possible. Parce que dans la tête, il y a toujours encore quelqu'un qui a 40 ans. Donc moi, ça ne me concernera jamais, puisque par définition, je n'aurai pas 65 ans. Ça, je le dis un peu sur le ton de la plaisanterie, mais après, la plaisanterie, elle cède quand même vite le pas à la réalité. On vous demande d'arrêter. L'information est dure à avaler. Ben évidemment. C'est dur. Surtout quand on a ces chiffres-là, quand on a créé ce collectif-là, quand on a... Enfin... Je le dis tranquillement maintenant, parce que ça fait 3 mois que je suis parti. J'aurais voulu subrepticement faire des faux, bouger les statuts, dire c'est pas possible. Bien sûr. Il y a sans doute un alinéa caché, ou le créer, ou faire un faux, etc. Je plaisante bien sûr, mais c'était pour dire tiens, il y a un déni, c'est pas possible. Bien sûr. Un déni. Pas moi. Après, il y a le déni, après il y a le pas moi, c'est pas possible. Et puis, après, on y réfléchissant un tout petit peu. Et maintenant, avec un tout petit peu de recul. C'est pas fini encore. Hein. Oui, je me doute. J'ose pas comparer à d'autres circonstances, et je veux même pas prononcer le nom, mais parce qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes, ça, c'est pas un problème, d'accord ? Mais c'est quand même dur à vivre. Cela dit, ça a un avantage, c'est que si j'avais continué à travailler encore pendant 10 ans, et je me retrouve à 73, 74, 75 ans, est-ce que les 10 prochaines années auraient été comparables aux 10 dernières ? Est-ce que je n'aurais pas été moins impactant ? Est-ce que, en étant moins impactant, je n'aurais pas, même pour moi-même, et pour les autres aussi, parce qu'on est orgueilleux quand même, il y a beaucoup d'orgueil là-dedans, est-ce que j'aurais pas terni un peu le parcours qu'on vient de faire, qui est un parcours incroyable sur les 20 dernières années ? Et donc, en définitive, est-ce qu'on ne m'a pas rendu service de ne pas devenir, passez-moi l'expression, le vieux con de 75 ans qui serait moins bon que le jeune... le jeune, je ne sais pas comment le qualifier, d'aujourd'hui. Et donc, ça vous oblige à accepter. C'est pas facile. Non, je me doute. Et une fois qu'on voit que c'est acté, évidemment, on regrette, parce que la relation que vous avez avec une boîte comme ça encore, c'est un truc... Évidemment que je sais que Haribo ne m'appartient pas. Je le sais. Mais est-ce que je le sais vraiment? Est-ce que je l'accepte? Parce que vous gérez cette boîte quand vous venez le matin, vous quittez le vendredi soir. Je comprends tellement. Vous travaillez 12 heures par jour. Vous gérez comme si c'était à vous. Il n'y a pas un moment de ma vie, je pense, où je n'ai pas vu un sachet de Haribo. Aujourd'hui encore, je ne peux pas ne pas voir. Ouais, vous êtes totalement... Donc c'est normal que ce soit un déchirement. C'est juste normal. Parce qu'il y a ce rapport très intime. Mais évidemment, c'est normal. Bon, maintenant, il faut en sortir. Donc on en sort. Et après, vous vous dites,
vous essayez de dire, de vous mettre sur une autre perspective. Vous essayez, il y a un changement de paradigme que vous êtes obligé d'opérer. C'est pas un choix, vous êtes obligé de le faire. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Sachant qu'il y a aussi une chronologie du temps qui est assez implacable aussi. D'accord? Il faut avoir cette lucidité. Après, vous dites, tiens, voilà, je veux faire ça et ça. Et puis, il va falloir... Et l'objectif et mon pari, c'est d'être au moins aussi performant, parce que moi, je suis toujours dans une histoire de performance, on ne changera pas, ça peut paraître ridicule, mais je suis comme ça. Mais surtout de plaisir. Ben oui. De plaisir. De garder ce principe, en tout cas, de ne pas avoir l'impression de travailler aujourd'hui. De ne pas travailler, de ne pas... Ouais, je dis souvent, je pense que on devient vieux quand vous avez plus de souvenirs que de projets. De ce point de vue-là, je suis hyper jeune. J'ai beaucoup de projets. Vous avez plein de projets? Ouais. Donc je me dis, je vais pas... je vais faire des choses qui me plaisent. Ça va être différent, c'est tout. Et vous avez quelques projets à nous partager? Alors, ce que je suis en train de faire, c'est... Mais beaucoup de gens dans ma situation le font. Conseiller l'une ou l'autre entreprise. Oui. Conseiller. Moi, je ne suis pas coach, mais je dis conseiller, c'est même pas un bon terme. Accompagner? Ouais, mais accompagner, ça fait Club Med, quoi. Oh, non, mais... Ouais. Répondre à des interrogations que peuvent se poser des sociétés en disant, tiens, moi, si j'étais dans votre situation et connaissant 1000 fois moins bien la boîte que vous, ben, moi, j'activerais ça et ça. C'est un conseil que je vous donne, regardez. Voilà. Et il faut être très, très modeste parce que Haribo, il m'a fallu 20 ans pour... Bien sûr, oui. années pour arriver pour s'imprégner. Ou Danone ou Cronenbourg, c'est la même chose. Donc, il faut faire ça, il ne faut pas en faire trop, parce que sinon ça vous bouffe. Et sinon, je reviens vite dans le métier d'avant. Ben oui, bien sûr. Le chiffre d'affaires, bon. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est transmettre. J'ai la chance en ce moment de donner des cours dans une école de commerce. Et là, au-delà de la matière même, j'enseigne le management du changement. Ah, j'allais vous demander la thématique. Et c'est ce qu'on a fait chez Haribo pendant 20 ans. Et ce qui est vraiment utile, c'est que, et ce que je remarque, je suis censé enseigner. Et j'ai l'impression que c'est moi qui apprends. C'est vrai? Ouais. Parce que vous avez les gamins. Je le dis avec beaucoup d'affection, je l'appelle gamin, je devrais dire étudiant. Donc là, les gens de l'école de commerce ont dit étudiant. Mais où vous avez la chance d'observer comment les jeunes d'aujourd'hui ils évoluent. Nous, chez Haribo, on le faisait un peu sur certaines populations, on faisait des focus group, des études consommateurs hyper poussées. Donc on savait à peu près tout. De par mon métier, je l'avais plutôt un peu par procuration. C'est-à-dire que moi, je recevais des rapports, des trucs, des études hyper bien faites, etc. Là, je le vois en direct. Et on m'explique qu'un gamin d'aujourd'hui, ou une gamine, ou une étudiante de 2008 ne ressemble plus à une étudiante de 2004. Je vous confirme. Waouh, 2008, il se parle comme ça. Lui, c'est quoi? C'est un 2008. Et lui, c'est un 2007. Et alors, vous réfléchissez, oui, c'est vrai qu'un gars entre 2008 et peut-être 2004, le gars, il a déjà pratiqué. L'autre, il n'a jamais pratiqué ChatGPT. L'autre, il vit avec ChatGPT. Et ça me permet, c'est très utile de comprendre un peu comment fonctionne le monde d'aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup faire ça, beaucoup. Après, il y a un côté prof, c'est la première fois de ma vie que je donne des notes. Donc je viens de faire des corrections ce week-end. En tout cas, ils ont bien de la chance de vous avoir. Ouais, ils me disent ça. C'est sûr. Et j'essaie de faire en sorte qu'il y ait du plaisir aussi au cours, même s'il faut les tenir, ils sont à 64, donc c'est pas mal. Ah oui. J'essaie de sortir une forme. J'essaie de sortir un peu un homme illustre qui a dit sortir des eaux glacées du monde égoïste. Et c'est Karl Marx qui a dit ça, pour ceux qui cherchent. Et j'essaie de m'occuper de 2 associations. D'accord. Une association qui est hyper branchée sur éducation. Donc, et parce que je pense que... Alors, je le fais surtout beaucoup en témoignage pour mon père, qui est sans doute
la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée, mais qui n'a pas eu accès à l'instruction. Ouais. Je rappelle à tout le monde qu'il y a une immense différence. J'ai rencontré des gens très très instruits, mais pas intelligents. Mais bien sûr. Voilà. Faut prêcher une convaincue. Et donc, je pense que l'éducation, c'est le cœur de la bataille, c'est la mère de tous les maux. Et je crois ça très très fortement. Donc, il faut investir. Donc, j'ai une association, j'en ai une que j'ai créée moi-même. D'accord. Ok. Et là encore, vous voyez, vous ne naissez pas un matin en disant tiens, maintenant je vais faire un truc. Il faut que quelqu'un vous ouvre la tête. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à parler de l'égoïsme, moi par nature, je suis un égoïste. Je suis égoïste. Et il faut qu'un jour, tiens, c'est un monsieur que beaucoup de gens connaissent aussi, j'imagine, Mathieu Ricard, qui est le porte-parole du Dalai Lama en France. Je ne suis pas un homme religieux, moi, mais je suis un homme j'aime les gens qui ont des valeurs et j'aime partager. Et il m'a fait découvrir, il m'a fait comprendre tout l'égoïsme dans lequel nous on vit. Parce que chef d'entreprise, on est bien payé, on a tout, enfin ça va. On fait partie des privilégiés de la vie. Et donc j'ai relié ça au niveau d'une action à faire pour l'éducation. À Marseille, il y a une très belle association, je me permets de faire la publicité. Bien sûr. Qui s'appelle, pas qu'à Marseille, d'ailleurs, au niveau de l'ensemble de la France, ça s'appelle Télémac. Télémac, c'est... Nous, on y travaille sur PACA, qui consiste à repérer dans les quartiers, c'est comme ça qu'on dit pudiquement, en fait, ça veut quand même dire dans les endroits où les gens bavent beaucoup. Beaucoup. C'est ça la définition de quartier, c'est quartier, ça fait un peu... Et on essaie de repérer des jeunes filles et des garçons à potentiel, des jeunes filles qui, par autocensure, ne savoureront jamais, ne pourront pas dire j'ai envie de faire des études et sortir, par autocensure. Et le gamin, les garçons, par orgueil, ils iront pas dire je veux faire des études, alors que tous les gars à côté, ils sont là à faire les durs en bas, et ils ne veulent pas passer pour le gars moins dur. Et je vous passe l'expression et on les prend en 3e et on les amène au bac. Ok. Et ça marche, c'est miraculeux. Non seulement ça marche, ils ont tous le bac maintenant. Ils ont même, à 80% maintenant, ils ont des mentions. Ah, c'est génial. Et ça se fait dans un trio entre une école, une entreprise et un mentor. Télémac. Télémac, fils d'Ulysse, qui a été éduqué par mentor. Ça marche très bien. Si quelqu'un est intéressé par savoir comment fonctionne Télémac, ça marche très bien. Et je reviens à mon école de commerce. Et je suis président de la fondation de cette école de commerce pour permettre à des étudiants, alors là pour le coup, là, on est vraiment dans l'économique pure, qui ont moins de moyens que d'autres, on les aide à avoir là aussi la possibilité de faire des études en les soutenant avec des bourses. Ouais. L'école de commerce, système de bourse. C'est Montpellier Business School, parce qu'on a une usine à côté, c'est Montpellier Business School. Et si quelqu'un a envie de soutenir des élèves de Montpellier Business School, qui est l'école en France qui a le plus de gars en alternance, le plus de boursiers, bien là encore, qui nous contactent. Et puis chaque opportunité est la bienvenue. Il faut faire ça. Je peux m'occuper de mes petits-enfants, parce que j'ai des petits-enfants. J'ai largement l'âge d'en avoir, ils sont tout petits. Et puis, je vous avais dit au départ que je suis ma première vocation, c'était de devenir journaliste. J'adore écrire. Et je suis en train d'essayer de terminer mon premier roman. Donc tout ça occupe quand même un tout petit peu. Et puis voilà. J'ai très très hâte de le lire, ce roman, je vous avoue. Il faudra un appel aussi. Quand il sera fini, il me faut un éditeur. Mais mon petit doigt me dit que vous allez en trouver un, parce que j'imagine que vous avez... que je ne connais pas du tout. Donc là aussi... un peu d'humilité, je pense pas que je sois attendu. Peut-être pas attendu, mais en tout cas, je suis sûre que vous allez avoir plein de belles choses à raconter. Et si je peux revenir sur la partie égoïste, je veux bien entendre le fait qu'on soit un petit peu égoïste, et peut-être en ce qui concerne sur la partie DG, bien loti. J'ai l'impression que je connais, même si je ne vous connais pas beaucoup, des égoïstes un peu plus égoïstes que vous. Mais c'est très gentil ce que vous dites, parce que et je le prends comme tel, et puis je vous remercie du compliment, mais c'est la stricte vérité. Ceux qui me connaissent bien, parce que ceux qui me connaissent bien, et certaines personnes me connaissent très bien, c'est un parcours, c'est un parcours. Et je pense que, notamment que vous êtes chef d'entreprise, et que vous êtes focalisé, mais des fois à l'excès sur
le chiffre d'affaires du mois, le résultat du trimestre. J'entends. Le plan qu'il faut monter, la concurrence avec vos concurrents. Et tout se réduit en chiffres. Et puis après, à ça s'ajoute l'orgueil. L'orgueil, c'est pas un défaut. Hein. Non. L'orgueil, c'est pas un défaut. Quand c'est bien... Moi, je crois que je suis quelqu'un d'orgueilleux. On le sait, je peux pas m'en cacher. J'essaie de bien l'utiliser de manière à ce que mon orgueil soit aussi au service peut-être des autres et de me soigner un tout petit peu. Mais tout ça pour dire, on est quand même dans un creuset au départ qui conduit quand même à vous occuper beaucoup de vous. Hein. Non, mais on est tout à fait en phase et je suis pas là pour dire que de toute façon, j'ai envie de dire qu'on est dans une certaine société où l'égoïsme est facile et un peu le chemin facile. Pour autant, pendant 1 heure, j'ai beaucoup entendu parler de collectif. C'est la raison pour laquelle je pense que quelqu'un qui serait en tout cas plus égoïste que vous aurait plus parlé de lui en disant beaucoup je et vous avez utilisé beaucoup de nous. Il est rassurant de savoir qu'il y a plus d'égoïstes que moi. Écoutez, l'heure est passée. J'ai passé un agréable moment. Je suis vraiment, encore une fois, je le termine et je conclus par le démarrage. J'étais vraiment très honorée de vous recevoir. Très bien, merci. Merci beaucoup. Retour à Marseille. Merci beaucoup.